Merci pour votre intérêt pour la question dont on va débattre maintenant. Donc, c'est sur la question de l'eau potable et de la distribution d'une manière citoyenne, sous contrôle citoyen. Et alors, nous avons pour invité Rodolfo Yepes-Lacouteux, qui est à l'université de Nanterre et qui a fini son stage de master sur la gestion de l'eau à la coordination Eau-Île-de-France, qui est un de nos partenaires aussi. Et donc, il va vous présenter son travail académique. Et puis, personnellement, moi, je suis Pascal Mogis, je suis chercheur en hydrologie, mais là, en fait, je suis membre de l'association Aglo-CPS. Donc, vous aurez plein de trucs à picorer ensuite, si vous voulez. Une présentation de l'association, la pétition en cours et un petit document sur la question locale de la gestion de l'eau potable. L'association milite pour la réappropriation publique de la gestion de l'eau, eau à boire, l'eau d'assainissement notamment, et dans ses différentes composantes, et puis intervient au niveau des instances, au niveau politique et de décision, et puis des citoyens. Voilà. Donc, Rodolfo nous fait une présentation d'un petit quart d'heure. Peut-être que de temps en temps, j'aurai quelques petits éléments, je ne sais pas, on verra, ou alors plutôt à la fin. Et ensuite, on fait le débat, et c'est là qu'on verra tout dans le détail, si vous voulez des précisions, ou qu'on aille plus avant dans la réflexion. Voilà, merci. Bon, et merci, et bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Rodolfo Yepes et je suis étudiant de l'université Paris Nanterre. C'est un master de gestion de l'eau et développement local. Et avec ça, je dois faire un stage. Je fais le stage avec la coordination Eau-Île-de-France. Et je fais une étude sur les enjeux de la réappropriation publique de la production d'eau potable dans les sud franciliens. Donc, c'est un chose que je préparerai pour vous. Bon, il fait un petit résumé des objectifs de la recherche. C'était une méthodologie liée à ce qu'on appelle la recherche action-participation, c'est-à-dire que l'étudiant, le chercheur, fait partie de la mobilisation, en ce cas, de la mobilisation pour la réappropriation de la gestion publique de l'eau. Donc la question ponctuelle, c'est dans quel moment se trouve ce processus de réappropriation. On parle de réappropriation, par contre, de la remunicipalisation, parce que bon, dans la théorie générale, on parle de remunicipalisation, mais dans ces cas, les organisations qui font la lutte sur le territoire, on parle de réappropriation parce qu'on pense qu'on doit prendre tout le cycle de l'eau, de la source, comme on dit la consigne, de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de la source au robinet, parce que comme ça, on peut faire une meilleure gestion de tout le cycle de l'eau. Donc, juste un point de contexte. Pourquoi nous sommes dans ce débat aujourd'hui? Il y a un contexte général, un peu mondial, c'est une lutte de type mondial, la réappropriation, la municipalisation d'eau à niveau mondial. Et on voit des cas, par exemple, à Uruguay, et Argentine, où après que Suez a parti du territoire, la tarif d'eau a diminué 700%, par exemple. 700%, c'est vraiment étonnant. Mais aussi, il y a un contexte en France, et vous connaissez que Paris a passé, et une grande partie du territoire français aussi a passé à faire une gestion de l'eau publique. Dans ce territoire de sous-franciliens, nous sommes en train de faire la lutte pour trouver et pour créer à la gestion publique totale d'eau. Donc, dans le contexte français, on doit noter ce qu'on appelle la règle Olivet. Je pense que c'est important de faire une référence à cette dialogue historique parce qu'après ça, par exemple, la règle Olivet du Conseil d'État du 8 avril de 2009 a permis à la communauté, à chaque ville d'arrêter et de faire des négociations, peut-être, face à les multinationales et passer en régie publique.
Et ça va nous donner aussi la possibilité de passer à la gestion totale pour la redistribution et pour la production aussi. Bah, ça c'est là un peu l'introduction. Il y a un contexte aussi de là, avec la ONU qui a déclaré la ONU, la Organisation mondiale des Nations, oui. Et donc, qui a déclaré l'eau comme un bien commun. Donc, ça c'est un dialogue aussi historique qui donne au débat une situation très importante parce qu'on doit penser dans les changements de paradigme. Aujourd'hui, le débat, c'est ça. Les changements de paradigme. Qu'est-ce que l'eau pour tous? Est-ce que l'eau, c'est un bien commun? C'est un marchandise face à la gestion privée de l'eau? C'est en vente et l'eau, c'est un bien qu'on doit donner à toute la population. Donc, avec ce contexte de normativité nationale, on peut penser, et je vous présente 3 points de comment on fait là, et ces changements ou ces processus de changement pour penser de chaque ville pour passer à la République. Après la loi Sapin, Sapin A, il y a deux lois Sapin. Et la première, Sapin, c'est 93. Ok. Donc, ça, tout simplement, qui donne la possibilité, il donne des outils à chaque ville pour faire les débats et pour, face à le citoyen, présenter une consultation et enfin passer au nom à une république. Juste pour passer à présenter la problématique, quelques raisons pour choisir un république. La première, c'est la protection face au changement climatique et à les problèmes de pollution d'eau. La première raison, c'est la protection de la source d'eau et faire face à la pollution économique. Donc, en gros, vous avez un territoire qui a un service public, voilà, distribution d'eau potable, ou alors gestion des eaux usées. Et c'est dans sa compétence. Hein, aujourd'hui, la compétence nominale, c'est les communautés d'agglomération. Ici, aux Ulysses, c'est la CPS, la communauté de Paris-Saclay. Tout le monde le sait, c'est elle qui prend l'ensemble des décisions quasiment du territoire. La ville décide quasiment plus rien du tout, à part la police municipale et l'état civil, quoi. Donc tout se passe à la CPS. Et la CPS, elle doit le faire. Et pour le faire, soit elle fait elle-même avec son personnel, elle embauche des gens qu'elle paye, qui sont donc du coup du personnel territorial, qui vont le faire, qui vont aller creuser des trous, etc. Mettre des tuyaux. Ou alors, elle paye une société privée pour le faire pour elle. Donc, dans le premier cas, c'est la régie directe. Dans le deuxième cas, c'est la délégation du service public, en l'occurrence, du service public d'eau potable. Okay. Alors, pour faire ça, donc, il y a des appels d'offres, etc. Et ensuite, le territoire peut déléguer plus ou moins de trucs. Hein. Peut déléguer à toi l'eau potable, à toi l'assainissement, toi c'est le transport, toi c'est ceci, etc. On peut découper en territoire et tout. Donc, parfois, on a un petit patchwork sur le territoire. Et donc, est-ce que vous savez qui vous fournit de l'eau potable au robinet aux Ulysses? C'est une grosse boîte française. Veolia. Non. C'est Suez. Donc, vous avez la carte là, que je conseille à tout le monde en lecture. Et vous avez en violet, c'est Veolia, c'est le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Et puis le reste, c'est Suez. Par petits bouts, par gros bouts, ça dépend. Oui. Tu peux même distribuer si tu veux. Merci. Voilà, donc c'est Suez. Juste pour l'eau potable. Mais dans l'eau potable, il y a transport, etc. Et alors, cette eau, tu vas dire ou pas? Elle est achetée, en fait. Parce que l'eau, elle n'est pas sur le territoire. Ça, tu vas en parler, hein? Oui. Ok. Donc, il y a plusieurs composantes. Il y a le gars qui vous amène l'eau potable quelque part, qui vient quelque part. Ensuite, il y a celui qui vous la transporte jusqu'à la ville. Et ensuite, il y a de la ville vers les robinets de chacun. Voilà. Donc, pour résumer, tout simplement, il y a un contexte mondial de lutte. Il y a un contexte français aussi, de réappropriation, de remunicipalisation d'eau et notre territoire, sous-francilien, et c'est dans cette lutte. L'étude que je vous présente, c'est sur le territoire compris pour les syndicats mixtes fermés. C'est une création collective de plusieurs agglomérations
qui ont créé, c'était utile pour faire face à la multinationale Suez et Veolia. Bon, je vous présente les territoires en fonction des acteurs. Le travail, c'est juste pour faire une analyse de quels acteurs sont sur le territoire, quels acteurs sont en lutte pour la réappropriation pour rester ou non en régime privé ou public d'eau. Donc, un premier constat, bon, dans l'analyse des territoires, on voit que, par exemple, plusieurs maires ou présidents de chaque agglomération sont de différents partis. Donc, ils qui sont engagés en plus avec ce changement de paradigme. Donc, le constat est pour dire que n'importe quel parti, il y a des maires, des communes qui s'engagent et quand ils comprennent la situation et pourquoi on doit commencer à faire la gestion publique totale d'eau. Tout simplement pour dire qu'il y a la possibilité de parler à tous les citoyens, à tous les maires, à tous les élus et de les convaincre que c'est nécessaire de passer à un régime public. Je fais un résumé de 8. On va passer rapidement. La première, c'est faire face au changement climatique, à la pollution d'eau aussi, et à ça qu'on appelle la transition écologique, mais aussi sociale, écologique et sociale. Donc, la première raison, protéger la source d'eau, réduire la pollution, économiser l'eau, et avoir la plus grande synergie de tous les acteurs du territoire qui gèrent l'eau. Et 5, une plus grande participation citoyenne, parce que si on passe à un régime public, on va avoir plusieurs conseils d'exploitation. C'est les élus qui vont faire la gestion directe de cette ressource. Donc, ça c'est la numéro 5. 7, améliorer les tarifs, les prix d'eau, parce que s'il n'y a pas un agent privé qui se profite de cette ressource, il y aura plus d'actions pour tous. Donc, on a un meilleur tarif pour tous. Est-ce que vous savez combien vous payez d'eau? Donc, la facture totale, c'est ici, on a l'eau la plus chère de France. Hein. Donc, on ne sait pas pourquoi, parce que juste à côté, c'est la même eau, mais c'est moins cher. Mais, enfin, si on sait pourquoi, en fait. Mais, donc, c'est 5 € par mètre cube. Là-dedans, vous avez, comme tu as dit, l'eau potable, l'assainissement, et puis les taxes, en plus. Des taxes en plus, la TVA notamment. Donc, 5 € par mètre cube. La consommation d'un foyer, officiellement, c'est 120 mètres cubes par an. Bon, en fait, c'est plutôt 80. Hein, donc, 80, 400 €. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, tous les foyers payent 400 € par an. Enfin, ça veut dire 4 personnes. Hein. Donc, plus grand, plus petit, mais c'est juste l'ordre de grandeur. Hein. 400 € par an. Si dedans, vous considérez qu'il y a peut-être 30 à 50% de surfacturation, c'est des chiffres qui sont couramment, qui arrivent couramment, c'est entre 25 et 45 plus cher la surfacturation apparente de la délégation de service public, il faut avoir le détail. Ce qui fait que sur 400 €, chaque foyer paye peut-être 150 € de trop, qui ne paierait pas si jamais les tarifs étaient au niveau des coûts. 150 € par an, vous voyez. Donc c'est intéressant parce que quand on vous parle de mesures fiscales, tout ça pour économiser 5 € par mois, et là vous voyez que c'est moins que peut-être ce que vous payez en trop. Voilà. Donc, bon, je suis en train de définir. Donc, ça c'est le premier groupe des acteurs, c'est les débats, c'est le combat, on va dire comme ça. Et c'est les agglomérations, elles sont représentantes. Donc, c'est l'agglomération Grand Paris Sud, la Corse et son agglomération, et la communauté d'agglomération Val-Bélière et Val-de-Seine. Sur cette carte, c'est tout ce qui est en bleu, et puis nous, on est en rouge. Et Grand Orly, Sainte-Nuvière. Vas-y. Ok. Tu veux une carte? Oui. Ils sont organisés. Et après, dans des syndicats,
les syndicats mixtes fermés pour la production et transport d'eau potable dans les sous franciliens. C'était 4 agglomérations qui ont nommé, mais il y a possibilité de rejoindre d'autres agglomérations comme Paris-Saclay, aussi, et Grand Paris Sud-Est à venir. Il y a la possibilité. Et aussi, il y avait conversation avec notre syndicat qui s'appelle SIARS. Et donc, ça, c'est le premier groupe pour la partie, on va dire, des citoyens face à la multinationale. Le combat, c'est juste pour les réseaux interconnectés sous-franciliens, ce qu'on appelle RIF, et notamment 3 usines. La usine de Vignon-sur-Seine, Viry-Châtillon, Morsan-sur-Seine. Oui. C'est 3 usines, grandes usines, qui se réclament encore pour eux. Et nous disons que déjà ils sont payés. À l'époque, en fait, on n'avait pas trop de papiers, c'était pas trop la question de savoir à qui appartenaient ces usines, et en fait, c'était des usines qui, de toute façon, ont été payées par l'art de banque, donc par nous, hein. Et comme tu le disais à l'instant, largement amortis, mais on n'a pas les papiers, c'est marrant, ils ont été perdus. Alors, depuis, Suez a parlé de 16 usines, en face, il n'y avait personne pour la contredire, et récemment, donc ils ont dit, c'est nos usines, vous les voulez, mais c'est le nôtre, on va falloir les payer. Et puis on a dit, mais d'accord, mais alors vous avez les papiers qui prouvent que c'est à vous? Et non, ils n'ont pas de papiers qui prouvent que c'est à eux. Mais qui pensent que de toute façon, ça n'a jamais été à eux. Donc voilà, donc il y a 3 usines, et là on parle d'une usine en particulier peut-être, ou de 3 là, pour le coup. Et non, bon, il y a plus de détails à faire, mais... Vas-y, ok, je t'en parle. Par exemple, pour chaque territoire, il y a des différents contrats, des DSP, il y a plusieurs... mais on va faire tout simplement la présentation des secteurs et présenter ce qui est sur le débat. Donc, jusqu'à ici, on a présenté les acteurs, les agglomérations qui sont face à la multinationale pour récupérer les RIF, la réseau interconnecté sur-francilien. Et qu'est-ce qu'on demande à partir des syndicats qui a été créé avec la difficile négociation avec la multinationale, et on demande la propriété 100% de la propriété publique de réseaux. Et on dit que déjà a été payé pour les sous-salaires depuis tout le temps qui a passé. On demande à Suez présenter les valeurs nettes comptables qu'il a promis depuis 2021. Donc en fait, à Suez, on lui dit bon, ok, admettons que c'était votre usine, mais là vous l'avez remboursé. Donc il ne vous coûte plus rien. Donc on n'a pas à vous la repayer. Et l'enjeu est là. Et alors, on leur demande la valeur nette comptable, et qu'est-ce qu'ils disent? Et la réponse de Suez, il présente tout simplement la valeur commerciale. Ouais. 15 000 euros pour la bagnole. Voilà. Qui est de? Et ils vendent combien? C'est combien la valeur commerciale? Les valeurs commerciales qu'ils présentent, c'est 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Et donc ça c'est le débat, parce qu'on demande à qui se présente la valeur nette comptable que vous avez expliqué, et il présente tout simplement la valeur commerciale, ça qui nous amène une autre fois au débat sur quelle est la ressource en eau. C'est une marchandise, aussi un bien commun, parce que parfois quand il présente la valeur commerciale, et pour dire, c'est une valeur pour faire des ventes, des marchandises. Donc, ça c'est le débat central. Ça c'est le débat central. Donc, dans ce débat, le Grand Paris Sud a décidé de passer, de mettre un tarif de 0,45 euros. 45 centimes. Euros hors taxe, mètre cube. Oui, mètre cube. Et
Et qu'est-ce qu'on espère avec ça? Que Suez, qu'on passe à un instant juridique national et que Suez soit obligé à présenter la valeur nette comptable. Donc ça c'est le débat aujourd'hui. Et pour finir, tout simplement présenter certains des acteurs à niveau national. Ce débat ici, ce n'est pas seulement un débat local avec Suez, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un débat international mais aussi national avec les autorités, mais aussi face à la mobilisation citoyenne. Je vais nommer certaines organisations qui sont partie de cette mobilisation, la coordination au Île-de-France, au public Orson, au Aglo CPS, et plus jamais ça, on a fait plusieurs activités. Donc, que moi, a participé en train de chercheurs et pour voir comment ça marche. Les adultes sociopolitiques, ça s'agit de la possibilité d'organisation et de mobilisation sociale pour arriver à prendre la gestion publique de l'eau. Les adultes environnementaux sont liés à la possibilité d'un changement de la protection de la source. Et les adultes économiques sont toujours liés à la construction des pouvoirs d'achat des citoyens. Et aussi, il y a un adulte administratif. Quand on reprend la production d'eau, il y a un adulte administratif parce qu'il doit donner toujours un bon service public aux citoyens. Donc, bon, c'est plus large, mais nous ne savons pas. Merci beaucoup. Et merci. On peut applaudir en deux. Merci à vous. Donc, alors ces débats, donc on a 10 minutes, c'est ça, hein, mais sentez-vous libre. Ceci dit, les questions et les réponses devraient tenter d'être relativement courtes. Donc la parole circule. C'est la banque qui fait la circulation. Donc vous pouvez poser des questions de compréhension, alors plus généralement, ce que vous pensez de l'idée de la reprise citoyenne de l'eau, les enjeux territoriaux, ce qu'il y a derrière l'international. C'est comme vous voulez à partir donc des éléments qu'a présenté Rodolfo. Merci Pascal. Donc on va ouvrir le débat maintenant. Malheureusement, on n'a plus que 10 minutes. Donc juste une chose, c'est qu'en fait, vous avez vu l'enjeu, hein, c'est qu'il y a beaucoup effectivement, que ce soit des comités d'agglomération ou des communes qui avaient repris en fait la gestion de l'eau. Mais il manquait une chose. C'est effectivement les usines de production qui sont toujours détenues par les multinationales, comme Suez en particulier ici sur notre territoire. Et donc là, il s'agit vraiment, en fait, il y a un bras de fer donc, qui se fait. Donc il y a eu donc 4 communautés d'agglos qui se sont joints donc dans un même élan. Il y a eu Grand Paris Sud, il y a eu, il y en a 4, ça vous l'avez dit. On se demande d'ailleurs pourquoi Paris-Saclay, comme par hasard, traîne des pieds pour effectivement se joindre, parce qu'il y aurait tout intérêt, même au niveau économique, pour justement faire reculer Suez sur le coût, en particulier de la réappropriation de ces usines de production. Et donc il y a tout un enjeu donc, qui va être fait. Et là, par exemple, juste je termine là et on donne la parole, c'est que voyant effectivement le blocage qu'il y a actuellement, avec cette histoire de valeur nette comptable et valeur commerciale, c'est que donc le Grand Paris Sud a décidé de fixer arbitrairement donc l'eau, ils vont racheter uniquement l'eau de production à 45 centimes, alors que jusqu'à présent c'est vendu à 70 centimes, parce qu'on estime qu'aujourd'hui l'eau, à partir des usines de production, on revient aux environs entre 40 et 45 centimes. Donc là, c'est un bras de fer qui va se faire, il va y avoir certainement des actions juridiques qui vont se créer, d'ailleurs en fait, entre Suez et puis d'ailleurs GPS, Grand Paris Sud. Ils ont décidé donc unilatéralement de dire, eh bien maintenant, on facture à 45 centimes le mètre cube au lieu de 70 centimes. De Parisiens impliqués justement sur la question de l'eau, puisque je suis à l'Observatoire parisien d'eau de Paris. Donc ça, c'est aussi très très important, parce que effectivement, une gestion publique appelle, comme l'a dit Rodolfo, une intervention évidemment des citoyennes et une intervention des citoyens pour faire que le rapport à l'eau ait une dimension beaucoup plus respectable à l'eau. Et nous avons pu sur Paris, depuis 10 ans, faire une consommation
distinguant l'eau potable et l'eau non potable. Le Conseil de Paris a voté en mars dernier, pour les 5 années à venir, un schéma directeur de l'eau non potable qui va permettre à une grande économie d'eau potable, puisque cette eau non potable va permettre évidemment la végétalisation, l'entretien de la végétalisation, et un kit a été réalisé pour mettre à la disposition de ces jardiniers végétalisateurs la possibilité d'avoir accès à l'eau non potable. Donc ça, c'est une dimension très très importante. La ville de Paris a aussi créé le pavillon de l'eau qui permet de faire des actions pédagogiques dans les écoles. Moi, j'interviens d'ailleurs aussi à ce titre, de faire de véritables projets pédagogiques pour, là encore, développer cette dimension citoyenne et donner un autre rapport à l'eau. Et puis enfin, je termine très rapidement, comme l'a dit aussi Rodolfo, le fait d'avoir la gestion publique, eh bien, c'est aussi une grande barrière pour éviter la marchandisation de l'eau. Vous avez pu le voir, dans les médias, on en parle de plus en plus. L'eau devient une matière première et évidemment source d'enrichissement pour les multinationales. Donc la gestion publique, eh bien, est évidemment un obstacle à cette évolution. Merci beaucoup pour cette Merci beaucoup, commentaire c'était d'ouverture. Est-ce qu'il y a, vous voulez répondre ou non, ou on passe à... Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire là? Jacques-Olivier. Moi j'ai deux questions naïves techniques, enfin naïves peut-être nulles, pas tant que ça. La question de la production de l'eau et de sa mise en régie sous-entend qu'on ne pourrait pas faire de mise en régie si on n'avait pas le contrôle de la production. En fait, il y a tout le reste de la circulation de l'eau depuis la distribution, la récupération, et son filtrage, etc., qui fait que cette partie-là pourrait être mise en régie si on n'obtient pas de succès sur la partie contrôle des usines de production. Est-ce que c'est naïf ou est-ce que c'est En gros, on ne va pas mourir de soif, de toute façon l'eau sera produite. Et simplement, soit c'est la production d'eau potable, les usines là, sont en régie, et auquel cas c'est nous qui la produisons, on contrôle, on fixe le prix, on sait pourquoi. Soit ça reste en délégation de service public et on l'achète. Et on l'achète au prix fixé par Suez en l'occurrence. Et c'est ce qu'a fait la CPS dans une convention d'achat d'eau à Suez, où Suez s'engage et il s'engage à acheter à Suez pendant combien? 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Très longtemps. Et du coup, voilà, on a l'eau, c'est juste qu'on la paye. Et on la paye à un prix qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et on ne maîtrise pas non plus les investissements. Ça, c'est aussi la différence. C'est-à-dire que Suez, il peut décider enfin, il y a quand même des accords à avoir, mais d'entretenir ou pas son usine, et puis d'avoir des procédés plus ou moins chers, et puis de se facturer à lui-même, on a d'autres plus ou moins chers. Enfin voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise plus. Ça a été fait sur la CPS, on a connu tout récemment, où ils disent, regardez, j'ai fait baisser le prix, mais en fait, en sortant, il y a une réduction donc de 15 centimes, je crois, au niveau de la CPS, en sortant en fait l'entretien des réseaux. C'est-à-dire que, donc chiffrez-nous tout ça, mais en fait, dans les réseaux, vous les entretiendrez à 0,6% par an. C'est-à-dire qu'en gros, il faut un renouvellement de 150 ans. Or, on sait que les réseaux durent 80 ans en moyenne, voire moins. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est passé. Donc du coup, ça permet de faire descendre le prix taux, mais la CPS en parallèle a mis une nouvelle taxe en plus de 15 centimes pour payer l'entretien qui sera finalement plus dans le contrat. Donc au total, avec la DSP, on affiche un prix en baisse, alors que dans la réalité, on maintient le prix ou on l'augmente. Pascal, on va être obligé d'arrêter. Et merci encore à nos intervenants.